work here. I'm literally wearing my hospital ID. Buddy, at this point, I don't care. You are coming with me. It's because I'm black. That's why you don't even bother to check my badge. J'ai dit de ne pas bouger. Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites à courir comme ça? Cette question, chargée d'une hostilité immédiate, a été enregistrée à 23h42 le 14 octobre dans un couloir du service des urgences de l'hôpital Bichat-Claude-Bernard à Paris. L'enregistrement audio et vidéo provient de la caméra piéton de l'agent Nicolas Laurent, matricule 7312, un policier avec 15 ans de service. Ces images documentent le début d'une interpellation qui aboutira en quelques semaines à sa révocation définitive de la police nationale, à une procédure administrative coûteuse pour l'État s'élevant à 350 000 € de dédommagement et à la perte de plus de 180 000 € de droits à la retraite pour l'agent. L'individu interpellé avec une force disproportionnée, sur la base de ce que l'enquête de l'Inspection générale de la police nationale qualifiera plus tard de profilage racial manifeste, n'était autre que le docteur Samuel Diop, chef du service de médecine d'urgence de cet même hôpital. Il ne courait pas pour fuir, mais pour sauver une vie, répondant à une alerte réanimation de la plus haute criticité. Ce qui suit est le récit détaillé, basé sur les enregistrements de surveillance, les dépositions officielles et les rapports d'enquête, de la manière dont un abus de pouvoir de quelques secondes, motivé par un préjugé profondément ancré, a déclenché une chute professionnelle et financière aussi rapide que documentée. Une démonstration clinique de justice karmique à l'ère numérique. La soirée avait pourtant commencé dans le calme relatif d'une nuit de semaine aux urgences. Le docteur Diop était au cœur de son domaine, un univers de bips électroniques, d'odeurs d'antiseptiques et de lumière blanche et crue qui ne s'éteignait jamais. À 38 ans, il avait atteint un poste de haute responsabilité à force de travail, de talent et d'une capacité presque surhumaine à rester calme face au chaos. Les infirmières et les jeunes internes le respectaient non seulement pour ses compétences chirurgicales, mais aussi pour son sang-froid légendaire. Il pouvait gérer 3 traumatismes graves simultanément, sa voix restant toujours posée, ses mains ne tremblant jamais. Ce soir-là, il venait de terminer de recoudre une plaie complexe sur le bras d'un jeune homme tombé de scooter, expliquant la procédure à un interne avec une patience pédagogique. Il se tenait près du poste des infirmières, examinant les derniers résultats de laboratoire sur une tablette, le visage fatigué mais concentré, une tasse de café tiède à la main. Les lumières fluorescentes du plafond se reflétaient sur le sol en linoléum impeccablement nettoyé, créant une atmosphère stérile presque irréelle. C'était son monde, un environnement contrôlé où chaque action était guidée par la logique, la science et le serment d'Hippocrate. Il était une figure d'autorité incontestée, un pilier sur lequel reposait tout le service pendant les longues heures nocturnes. Pendant ce temps, à une trentaine de mètres de là, dans la salle d'attente principale, l'agent Nicolas Laurent s'ennuyait. Il était présent pour une affaire mineure, la déposition d'un témoin dans une querelle de voisinage qui avait mal tourné. L'air confiné de l'hôpital l'oppressait. Son partenaire était parti chercher des cafés, le laissant seul avec ses pensées. Son dossier disciplinaire, déjà chargé de 12 plaintes pour usage excessif de la force et comportement inapproprié, toutes classées sans suite par manque de preuves tangibles, témoignait d'une frustration chronique et d'une tendance à voir le danger partout. Il observait les allées et venues avec un regard suspicieux, interprétant chaque geste, chaque regard, à travers le prisme de ses préjugés. Pour lui, l'autorité ne se gagnait pas, elle s'imposait, et son uniforme était le seul symbole de légitimité qui comptait. Il était une poudrière d'insatisfaction professionnelle, attendant une étincelle. L'étincelle se produisit à 23h41. Un son strident et répétitif déchirant le calme relatif de l'étage, une alerte réanimation. Pour le personnel médical, c'était un appel à l'action immédiate. Pour l'agent Laurent, ce n'était qu'un bruit de fond agaçant. Le docteur Diop posa sa tablette sur le comptoir sans un mot. Son expression changea, passant de la concentration studieuse à une urgence intense et maîtrisée. Il commença à se déplacer à une allure rapide, presque un sprint, dans le couloir principal, ses chaussures médicales crissant sur le sol. Son trajet était direct, son objectif clair, le box de soins intensifs numéro 3, où un patient venait de subir un arrêt cardiaque. C'est à cet instant précis que les regards se croisèrent. L'agent Laurent vit un homme noir courir dans sa direction. Il ne vit ni la blouse médicale, ni l'insigne de l'hôpital, ni l'urgence évidente de la situation, signalée par l'alarme assourdissante. Il ne vit qu'un suspect. Son cerveau, conditionné par des années de préjugés, tira une conclusion instantanée et erronée. L'enregistrement de sa caméra piéton capture son murmure. « Tiens, en voilà un qui court ! L'air suspect ?» Sans la moindre hésitation, sans poser la moindre question préalable, il quitta son siège et se plaça directement sur la trajectoire du médecin. Il ne cherchait pas à comprendre, il cherchait une confrontation. Le docteur Diop, concentré sur le patient qui luttait pour sa vie à quelques mètres de là, ne le vit qu'au dernier moment. L'impact fut brutal.
Laurent utilisa son poids pour plaquer violemment le médecin contre le mur froid du couloir. L'agent, sourd à toute explication, sortit ses menottes. Il ne savait pas encore que ce simple geste, motivé par un préjugé ancré, venait de signer la fin de sa carrière et d'enclencher un compte à rebours financier qui allait le ruiner. La poigne de l'agent Laurent était ferme, le poids de son corps utilisant l'effet de levier pour maintenir le docteur Diop contre le mur carrelé, dont la froideur s'infiltrait à travers le tissu fin de sa blouse médicale. Le choc initial, une fraction de seconde de confusion pure, laissa place à une clarté glaciale dans l'esprit du médecin. L'alarme de réanimation continuait sa complainte stridente, un métronome macabre comptant les secondes qui s'écoulaient, chaque impulsion représentant une diminution quantifiable des chances de survie du patient au bout du couloir. Le docteur Diop ne se débattit pas. La résistance physique était inutile et contre-productive. Une leçon apprise non pas dans une salle d'opération, mais au cours d'une vie passée à naviguer dans des mondes où son apparence pouvait être interprétée comme une provocation. Sa première priorité restait le patient. Sa seconde était de désamorcer cette situation absurde avec la même précision clinique qu'il aurait utilisée pour une intubation difficile. Sa voix, lorsqu'il parla, était dénuée de panique, un modèle de contrôle professionnel. « Monsieur l'agent, vous êtes en train d'interférer avec une urgence médicale. Il y a un patient en arrêt cardiaque à 20 mètres d'ici. Je suis le médecin responsable. » Chaque mot était articulé, choisi pour sa neutralité et sa charge informative. Il offrait des faits, pas des émotions. Mais pour l'agent Laurent, ces faits étaient inaudibles, noyés par le vacarme de ses propres certitudes. La caméra piéton sur son torse enregistrait fidèlement son rictus méprisant. « Médecin, bien sûr, et moi je suis le président de la République. » Le sarcasme était lourd, dégoulinant d'une incrédulité qui n'avait rien à voir avec la logique. Il ne voyait pas un professionnel de la santé, il voyait un homme noir qui courait dans un couloir et qui, maintenant, osait lui tenir tête avec un calme qu'il jugeait arrogant. Laurent resserra sa prise sur le bras du médecin. « Maintenant, tenez-vous tranquille avant que je vous donne une vraie raison d'avoir besoin d'un médecin. » La menace était explicite, une violation flagrante du protocole, mais dans son esprit, elle était justifiée. Il était l'autorité. Cet homme était le suspect. C'était aussi simple que cela. Le docteur Diop sentit la pression accrue, une douleur sourde commençant à irradier dans son épaule. Il ignora l'inconfort. Il tenta une nouvelle approche, plus détaillée, en espérant qu'un surplus d'informations factuelles pourrait percer le mur d'irrationalité auquel il faisait face. Le son métallique des monotes se détachant de leur étui fut le seul avertissement. L'agent Laurent, sourd à toute logique, avait franchi un nouveau seuil. Son visage, capturé en gros plan par la caméra de surveillance 7B, était un masque de frustration et de colère mal contenue. Pour lui, le calme du docteur Diop n'était pas un signe de coopération, mais un défi insolent à son autorité. Le médecin, réalisant que le dialogue rationnel était un échec total, fit un dernier effort pour éviter l'inévitable. Sa voix restant posée, presque pédagogique malgré le danger. « Agent, écoutez-moi attentivement. Ma carte d'identification professionnelle est dans la poche poitrine de ma blouse. Elle confirme mon identité, Dr Samuel Diop, chef de service. Le code de l'alerte que vous entendez est un code rouge, ce qui signifie un arrêt cardio-respiratoire confirmé. Vous avez le droit de vérifier, mais chaque seconde que vous perdez met une vie en péril. Je vous demande de me laisser faire mon travail. » Il parlait lentement, comme à un enfant ou à un patient en état de choc, espérant que la simplicité et la vérité de ses paroles finiraient par trouver un écho. Ce fut le contraire qui se produisit. L'insistance du médecin sur son statut et son devoir fut perçue par Laurent comme une ruse de plus. Il interpréta cette précision comme un mensonge élaboré, une tactique pour se soustraire à son contrôle. L'enregistrement audio de la caméra piéton de Laurent capture alors distinctement une insulte à caractère racial marmonnée avec venin. Une phrase qui serait plus tard citée comme preuve irréfutable de l'intention discriminatoire lors de son conseil de discipline. « Assez de comédie », lui lança-t-il, en approchant le métal froid des menottes du poignet du médecin. La décision était prise. Dans son esprit, il neutralisait une menace potentielle. En réalité, il était en train de commettre un acte qui anéantirait sa carrière, sa réputation et sa sécurité financière. Il ne savait pas que chaque millimètre que les menottes parcouraient vers la peau du médecin était un pas de plus vers sa propre ruine, un processus documenté en haute définition par 3 angles de caméra.
Il s'apprêtait à commettre l'erreur la plus coûteuse de sa vie, une erreur qui allait être disséquée, analysée et finalement utilisée pour le déposséder de tout ce qu'il avait construit. Que feriez-vous si votre vie professionnelle et votre liberté dépendaient de la capacité d'un homme à surmonter ses propres préjugés en quelques secondes? Dites-nous dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite de cette histoire. Le son métallique des menottes se détachant de leur étui fut le seul avertissement. L'agent Laurent, sourd à toute logique, avait franchi un nouveau seuil. Son visage, capturé en gros plan par la caméra de surveillance 7B, était un masque de frustration et de colère mal contenue. Pour lui, le calme du docteur Diop n'était pas un signe de coopération, mais un défi insolent à son autorité. Le médecin, réalisant que le dialogue rationnel était un échec total, fit un dernier effort pour éviter l'inévitable, sa voix restant posée, presque pédagogique, malgré le danger imminent. « Agent, écoutez-moi attentivement. Ma carte d'identification professionnelle est dans la poche poitrine de ma blouse. Elle confirme mon identité, Dr Samuel Diop, chef de service. Le code de l'alerte que vous entendez est un code rouge, ce qui signifie un arrêt cardio-respiratoire confirmé. Vous avez le droit de vérifier, mais chaque seconde que vous perdez met une vie en péril. Je vous demande de me laisser faire mon travail. » Il parlait lentement, comme à un enfant ou à un patient en état de choc, espérant que la simplicité et la vérité de ses paroles finiraient par trouver un écho. Ce fut le contraire qui se produisit. L'insistance du médecin sur son statut et son devoir fut perçue par Laurent comme une ruse de plus. Il interpréta cette précision comme un mensonge élaboré, une tactique pour se soustraire à son contrôle. L'enregistrement audio de la caméra piéton de Laurent capture alors distinctement une insulte à caractère racial, marmonnée avec venin, une phrase qui serait plus tard citée comme preuve irréfutable de l'intention discriminatoire lors de son conseil de discipline. « Assez de comédie », lui lança-t-il, en approchant le métal froid des menottes du poignet du médecin. La décision était prise. Dans son esprit, il neutralisait une menace potentielle. En réalité, il était en train de commettre un acte qui anéantirait sa carrière, sa réputation et sa sécurité financière. Il ne savait pas que chaque millimètre que les menottes parcouraient vers la peau du médecin était un pas de plus vers sa propre ruine. Un processus documenté en haute définition par 3 angles de caméra différents. La caméra de surveillance 7B, fixée au plafond juste au-dessus d'eux, enregistrait la scène en silence, son objectif grand angle capturant non seulement l'agent et le médecin, mais aussi l'horloge numérique murale qui égrenait les secondes vitales qui ruinaient les secondes. Laurent, sentant peut-être une infime parcelle de doute, mais la balaya aussitôt par orgueil, décida de doubler la mise. Il rengaina ses menottes avec un claquement sec et sortit sa radio. C'était le point de non-retour, l'action qui scellerait son destin. « Je demande du renfort », dit-il, sa voix se voulant ferme mais trahissant une pointe d'incertitude. Individu non coopératif aux urgences de Bichat refuse d'obtempérer. Il mentait délibérément, transformant une tentative de sauvetage en un acte de rébellion. Chaque mot prononcé dans sa radio était un clou de plus dans son propre cercueil professionnel, une fausse déclaration enregistrée et horodatée qui serait comparée aux images limpides de la vidéosurveillance. Le répartiteur à l'autre bout de la ligne confirma la réception du message. L'appel était passé, les renforts étaient en route. Le silence qui suivit l'appel radio de l'agent Laurent fut dense, presque palpable, seulement percé par le bip régulier et angoissant de l'alerte réanimation. Pour Laurent, ces quelques secondes représentaient le triomphe de l'ordre sur le chaos, la confirmation de son autorité. Il avait pris le contrôle, transformé une situation ambiguë en une procédure claire, un individu récalcitrant, des renforts en route. Une lueur de satisfaction suffisante se dessina sur son visage, un détail que la caméra de surveillance 7B, impassible, enregistrait avec une clarté clinique. Il s'attendait à de la peur, à des supplications, à une capitulation. Il n'obtint rien de tout cela. À la place, il fut le témoin d'une transformation. Le docteur Diop, jusqu'alors un modèle de désescalade patiente, changea subtilement. Son corps ne bougea pas d'un millimètre, toujours plaqué contre le mur, mais l'énergie qui émanait de lui se modifia radicalement. Sa posture, même contrainte, sembla se redresser. Sa voix, quand il parla de nouveau, n'avait plus rien d'informatif ou de conciliant. Elle était devenue un instrument chirurgical, froide, précise et d'une autorité absolue, la voix d'un homme habitué à donner des ordres dont dépendent des vies. Écoutez-moi très attentivement, agent. Chaque mot était détaché, pesé, conçu pour fendre le mur de préjugés de son interlocuteur. Je suis le docteur Samuel Diop. Je suis le chef du service de médecine d'urgence de cet hôpital. Le patient dans le box 3 pour lequel cette alarme sonne est en fibrillation ventriculaire. Chaque seconde que vous me retenez ici diminue ses chances de survie de 10%. Nous avons déjà perdu près d'1 minute. Si ce patient décède, je m'assurerai personnellement que le rapport officiel du coroner mentionne l'interférence d'un agent de la force publique comme cause contributive directe du décès. Ceci n'est pas une menace, c'est une certitude procédurale. Maintenant, pour la dernière fois, retirez vos mains de moi et laissez-moi faire mon travail.
La précision technique de la déclaration, l'assurance tranquille avec laquelle elle fut délivrée et la mention explicite des conséquences légales et professionnelles frappèrent Laurent avec la force d'un impact physique. Le postulat entier de son intervention, basé sur l'idée d'un suspect anonyme et sans légitimité, s'effondrait. Le postulat entier de l'agent, une lutte désespérée s'engagea entre son instinct qui lui hurlait qu'il venait de commettre une erreur monumentale et son orgueil qui refusait d'admettre la défaite. Il choisit l'orgueil. « C'est ça, un beau discours », marmonna-t-il, mais sa voix avait perdu de sa superbe. Il cherchait une issue, un moyen de ne pas perdre la face. C'est à cet instant précis que le son de pas rapides et multiples se fit entendre au bout du couloir. Laurent se tendit, s'attendant à voir arriver ses collègues. Mais les silhouettes qui apparurent dans la lumière crue des néons n'étaient pas vêtues de bleu. C'était une femme en blouse blanche, le visage crispé par l'urgence, suivie de 2 infirmiers poussant un chariot de réanimation. La femme, la docteure Hélène Dubois, chef du service de chirurgie, vit la scène et s'arrêta net, ses yeux passant de l'agent de police au médecin immobilisé. « Samuel, mais qu'est-ce que vous faites? On a perdu le pouls du patient !» La validation externe fut instantanée, publique et sans appel. L'autorité du docteur Diop était confirmée par la panique même de ses pairs. Mais le véritable coup de grâce arrivait juste derrière eux. Une autre silhouette, plus massive, plus âgée, vêtue d'un uniforme familier, s'avança. C'était le brigadier-chef Martin Lefebvre, le supérieur direct de Laurent, arrivé pour comprendre la nature de l'appel au renfort. Il évalua la scène en une fraction de seconde. L'alarme, l'équipe médicale bloquée, son subordonné tenant en respect le médecin le plus important de l'hôpital. Le visage du brigadier-chef se décomposa, passant de la confusion à une fureur glaciale. Il ouvrit la bouche et le mot qui en sortit allait mettre un terme définitif à la carrière de l'agent Laurent. Si vous pensez que la justice est sur le point d'être rendue, aimez cette vidéo et abonnez-vous pour être certain de voir la chute spectaculaire qui s'annonce. Vous ne voudrez pas manquer les conséquences financières détaillées de cette erreur. Laurent. Le mot claqua dans le couloir comme un coup de feu, tranchant net l'atmosphère tendue. La voix du brigadier-chef Martin Lefebvre n'était pas forte, mais elle possédait une densité, une gravité acquise au fil de 25 années de service qui commandaient une obéissance instantanée. L'enregistrement de la caméra piéton de Lefebvre, activé dès sa sortie du véhicule de patrouille, capture la scène sous un nouvel angle, un angle qui serait décisif pour l'enquête de l'inspection générale. On y voit le visage de Laurent se figer, ses yeux s'écarquillant de stupeur en reconnaissant son supérieur. La validation de l'autorité du docteur Diop par la docteure Dubois avait été une fissure dans la réalité de l'agent. L'arrivée de son propre chef de brigade était un tremblement de terre qui faisait s'effondrer tout l'édifice de ses certitudes. Le visage de Lefebvre, filmé en gros plan par la caméra de surveillance 7B, était une étude en discipline professionnelle luttant contre une fureur glaciale. Il ne voyait pas un suspect et un policier. Il voyait un de ces hommes en violation flagrante de tous les protocoles, agressant le chef des urgences d'un des plus grands hôpitaux de Paris au milieu d'une alerte de réanimation. Il vit l'uniforme qu'il portait avec fierté être souillé par un acte de stupidité crasse, motivé par un préjugé si évident qu'il en était physiquement nauséabond. Ses yeux passèrent de Laurent au docteur Diop, et un éclair de reconnaissance et de respect s'y lut. Il connaissait le médecin, de réputation, l'ayant croisé lors d'interventions précédentes sur des accidents graves. « Lâchez-le » répéta Lefebvre, sa voix baissant d'un octave, chaque syllabe pesant une tonne. « Tout de suite !» Ce n'était plus un ordre, c'était un verdict. Le contact physique fut rompu. Les mains de Laurent tombèrent mollement le long de son corps, comme si les tendons qui les commandaient avaient été sectionnés. Il recula d'un pas, un mouvement presque imperceptible, mais qui signifiait une capitulation totale et inconditionnelle. L'autorité qu'il avait tenté d'imposer par la force venait de lui être arrachée, non par le médecin, mais par la structure même à laquelle il appartenait. Devant ses pairs médicaux et ses supérieurs hiérarchiques, il était nu, son erreur exposée sous la lumière crue des néons de l'hôpital. Le docteur Diop, libéré, ne perdit pas une seconde. Il ne jeta pas un regard à Laurent. Son esprit était déjà ailleurs, retourné vers le box 3, vers le patient dont le cœur avait cessé de battre. Il ajusta sa blouse d'un geste sec et se mit à courir, rejoignant l'équipe de la docteure Dubois qui l'attendait. La mission de sauvetage reprenait son cours, laissant dans son sillage le spectacle d'une carrière en train de se désintégrer en temps réel. Lefebvre fit un pas en avant, se plaçant délibérément entre Laurent et le reste du couloir, comme pour contenir la honte.
Son attention était maintenant entièrement focalisée sur son subordonné. Le silence qui s'installa fut plus accablant que n'importe quel cri. Les enregistrements audio de toutes les caméras ne captèrent que le son distant de l'équipe médicale s'activant, le bruit des roulettes du chariot de réanimation et la respiration soudainement sifflante de l'agent Laurent. Le brigadier-chef ne lui demanda aucune explication. Les faits étaient gravés dans le marbre numérique des caméras et dans la réalité flagrante de la situation. Poser une question aurait été accordé à Laurent le bénéfice du doute, un luxe qu'il avait perdu à l'instant où il avait posé la main sur le médecin. « Donnez-moi votre arme de service et votre carte de police », ordonna Lefebvre d'un ton neutre procédural, ce qui rendait la demande encore plus dévastatrice. C'était le début du protocole de mise à pied conservatoire, une humiliation publique rarement exécutée sur le terrain, réservée aux fautes d'une gravité exceptionnelle. La caméra de Laurent, toujours en fonction, filma sa propre main tremblante alors qu'elle déclipsait l'étui de son pistolet. Le bruit du métal glissant hors du cuir fut anormalement fort dans le silence du couloir. Il tendit l'arme, crosse en avant, à son supérieur. Lefebvre la prit sans un mot, la sécurisa et la rangea. Puis il attendit. Laurent sortit son portefeuille, ses doigts maladroits peinant à extraire la carte professionnelle plastifiée. Il l'attendit. Lefebvre la prit et la glissa dans sa poche sans même la regarder. En l'espace de 30 secondes, Nicolas Laurent avait été symboliquement et littéralement désarmé et dépouillé de son identité de policier. Il se tenait là, vidé, non plus un agent de la force publique, mais une simple preuve vivante d'un désastre qu'il avait lui-même orchestré. Son partenaire, revenant enfin avec les cafés, s'arrêta net à l'entrée du couloir, la confusion et l'horreur se peignant sur son visage en voyant la scène. Il comprit immédiatement. Laurent, lui, ne voyait plus rien. Il fixait le mur carrelé où, quelques instants plus tôt, il avait plaqué un homme innocent. Un mur qui semblait maintenant être la seule chose solide dans son monde qui venait de s'écrouler. Le rapport qui serait rédigé cette nuit-là ne serait pas un rapport d'incident, mais l'épitaphe de sa carrière. La désintégration de la carrière et de la vie de Nicolas Laurent ne fut pas une lente érosion, mais un effondrement structurel, rapide et total, documenté avec une précision clinique par les mêmes institutions qu'il avait juré de servir. L'enquête de l'Inspection générale de la police nationale, l'IGPN, fut lancée moins d'1 heure après que le brigadier-chef Lefebvre l'eut escorté hors de l'hôpital. Ce ne fut pas une enquête, mais une simple formalité de collecte de preuves. Les enquêteurs se retrouvèrent face à une montagne de données irréfutables. Les enregistrements des 3 caméras de surveillance, synchronisés à la milliseconde près, offraient une vue panoramique et impartiale de l'agression non provoquée. L'enregistrement de la caméra piéton de Laurent lui-même devant la pièce à conviction principale, un acte d'auto-incrimination involontaire et parfait. Chaque mot, chaque geste, mais surtout l'insulte raciale marmonnée, capturée avec une clarté audio cristalline, anéantissait toute possibilité de défense. Les dépositions du docteur Diop, de la docteur Dubois, des infirmiers et du brigadier-chef Lefebvre étaient parfaitement concordantes. Le dossier disciplinaire de Laurent, avec ses 12 plaintes antérieures, fut exhumé et présenté non plus comme une série d'incidents isolés, mais comme le schéma comportemental d'un individu dangereux. Le conseil de discipline se réunit 3 semaines plus tard. Ce fut une audience brève. L'avocat de Laurent tenta de plaider une erreur de jugement sous pression, mais l'argument s'effondra face à l'évidence du profilage racial délibéré. La décision fut unanime, révocation pour faute grave. Le verdict officiel mentionnait spécifiquement l'abus d'autorité, la violation du code de déontologie et un comportement discriminatoire ayant porté une atteinte intolérable à l'image de la police nationale. À cet instant, les 15 années de service de Nicolas Laurent furent effacées. Avec sa révocation, il perdit l'intégralité de ses droits à la retraite accumulés, une perte financière sèche et immédiate estimée à 180 000 €. C'était le premier versement sur la facture de son préjugé. Le second, bien plus conséquent, arriva par voie judiciaire. Le docteur Diop, représenté par un cabinet d'avocats de premier plan spécialisé dans les droits civils, engagea une procédure contre l'État devant le tribunal administratif. Le jugement, rendu en moins de 6 mois, fut cinglant. Il reconnut une faute lourde de l'administration, soulignant que l'État était responsable des agissements de ses agents. L'État fut condamné à verser 350 000 € de dommages et intérêts au docteur Diop, une somme record pour un cas de ce type, couvrant le préjudice moral, l'atteinte à sa dignité professionnelle et la violation de ses droits fondamentaux.
Mais la justice karmique réservait un dernier tour de vis. En vertu de l'article L134.1 du Code général de la fonction publique, l'État, après avoir indemnisé la victime, peut se retourner contre son agent si la faute commise est jugée personnelle et détachable du service. Le caractère manifestement raciste de l'acte de Laurent correspondait parfaitement à cette définition. L'État engagea donc une action récursoire contre son ancien policier. Nicolas Laurent, déjà privé de son emploi et de sa pension, se retrouva avec une dette de 50 000 € envers le Trésor public. Les huissiers furent mandatés. Son appartement, acheté à crédit, fut saisi et vendu aux enchères. Son compte en banque fut vidé. Il se retrouva socialement et financièrement anéanti, son nom étant devenu un cas d'école dans les académies de police, un exemple de tout ce qu'un officier ne doit jamais être. Pendant ce temps, la vie du docteur Samuel Diop suivait une trajectoire inverse. Le patient en arrêt cardiaque avait survécu, grâce à l'intervention finalement rapide du médecin et de son équipe. L'incident, largement couvert par les médias, avait transformé le docteur Diop en un symbole national de professionnalisme et de sang-froid face à l'injustice. Fidèle à sa parole, il utilisa une part substantielle des 350 000 € pour créer la Fondation Hippocrate pour l'égalité, une organisation offrant des bourses à des étudiants en médecine issus de milieux défavorisés. Son autorité, loin d'être diminuée par l'incident, en sortit renforcée. Il continuait de sauver des vies dans les couloirs de l'hôpital Bichat, son calme légendaire désormais teinté d'une nouvelle aura de respect. La justice, dans cette affaire, ne fut pas aveugle. Elle fut chirurgicale, quantifiable et absolue. Chaque euro perdu par Laurent était le prix d'une insulte, chaque bien saisi le coût d'un geste violent, chaque année de service effacée la conséquence d'une décision prise en une fraction de seconde haineuse. Le système avait fonctionné, non pas pour le punir, mais pour rééquilibrer les comptes avec une précision mathématique. Avez-vous déjà été témoin d'une situation où les préjugés ont eu des conséquences aussi directes et dévastatrices? Partagez votre histoire dans les commentaires et partagez cette vidéo pour montrer que la justice, parfois, a une mémoire numérique infaillible.